Il existe un contrat tacite que chaque femme signe dans sa vie. Ce contrat dit « tu peux exister » dans l'espace public à condition d'y être agréable. Tu peux prendre de la place à condition de ne pas déborder. Tu peux ressentir des choses et souffrir à condition que ta souffrance soit silencieuse, propre ou mieux encore, jolie. C'est quand même ironique, rares sont les souffrances qui sont toutes jolies et toutes mignonnes, prout-prout et papillon. Ça n'existe pas, mais bon. Ce contrat, on a appris à le lire parfaitement et la plupart du temps, on l'honore de manière quasi inconsciente ou alors parce que ne pas le faire a un coût. C'est-à-dire que ça peut ruiner beaucoup d'aspects de notre vie de ne pas honorer ce contrat qui nous force à ne pas trop déborder, ne pas trop prendre de place, avoir une souffrance qu'on ne montrerait pas, avoir des imperfections tout simplement visibles. Mais en fait, qu'est-ce qui arrive quand, justement, une femme refuse d'agir de cette manière et quand elle choisit de montrer ce qui se passe à l'intérieur, de montrer ses imperfections, de montrer sa santé mentale, la dépression, la colère, tout ce qui peut se passer à l'intérieur de la vie d'une femme, même montrer la réalité, les violences qu'elle peut subir, quand elle décide d'enlever ce masque tout souriant, gentil et tranquille. Qu'est-ce qui se passe quand elle fait ça ? Eh bien, la réponse sociale, elle est presque toujours la même. C'est le dégoût. Le dégoût à la fois de la part des hommes et aussi de la part des femmes qui voient à travers d'autres femmes leurs propres imperfections. Et c'est possible qu'on se rende même pas compte que le dégoût qu'on porte à l'autre, c'est bien plus un dégoût qu'on porte envers nous-mêmes. Et ça, c'est le cas pour énormément de choses. Je veux dire, une personne, par exemple, qui est grossophobe, c'est généralement une personne qui a elle-même un dégoût pour son propre corps. Ce qu'on reproche à la femme qui se montre imparfaite, c'est pas son imperfection en soi, c'est que c'est une imperfection féminine. Et c'est qu'elle a perdu la maîtrise. Et en la perdant, elle a plus de valeur. En colère. Ce week-end, je suis allée à Londres et je suis allée voir l'exposition A Second Life au musée Tate Modern. Et en fait, c'était une exposition sur le travail de Tracey Emin. Tracey Emin, c'est une artiste qui a vraiment marqué l'art contemporain britannique. Et je suis ressortie de cette exposition littéralement bouleversée. Je ne suis pas du tout initialement adepte de l'art contemporain. J'aime l'art, la peinture réaliste, le classique. L'art moderne, c'est rarement quelque chose qui me parle. C'est très certainement une pensée limitante parce que là, je suis allée voir cette exposition et je me suis rendu compte qu'en fait, je pense que c'est un des plus gros miroirs de notre réalité. Donc bref, je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai vu. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Tracey Emin, c'est une artiste qui a vécu énormément de traumatismes dans sa vie. Elle grandit en Angleterre et vers l'âge de 13 ans, elle arrête l'école. Et c'est à cette même période qu'elle va subir des viols par des hommes dans la vingtaine ou plus de 25 ans. Elle a aussi vécu des traumatismes sexuels au sein de sa famille, dont elle parle d'ailleurs dans l'exposition. Donc c'est quand même une femme qui a un gros passé traumatique lié à la sexualité et qui a vécu d'autres choses qui sont extrêmement difficiles, notamment des grossesses involontaires. Et donc qui ont mené à des avortements, dont un qui a failli lui coûter la vie. Littéralement, elle raconte qu'elle était allée faire justement cet avortement-là. À l'époque, et encore maintenant, c'est très mal vu, mais imaginez-vous, dans les années 90, c'est encore moins bien considéré. Elle en ressort vraiment déjà bouleversée émotionnellement, parce que c'est extrêmement dur de réussir à prendre cette décision-là. Aucune femme ne fait un avortement en étant ravie. Elle raconte qu'immédiatement après, elle était soulagée, mais que très rapidement, la dépression va commencer à s'installer. C'est-à-dire qu'on le fait, on est sûr que c'est la bonne décision, sauf qu'ensuite, on a tellement d'injonctions et de trucs, mais regarde ce que t'as fait. Et même nous-mêmes, on s'impose tout un schéma de pensée pour s'auto-flageller, se dire que c'est de notre faute et potentiellement, on aurait pu avoir un enfant. Elle raconte que encore maintenant, chaque automne, elle se dit, là, ça pourrait être potentiellement l'anniversaire d'un enfant, de mon enfant, qui n'existe pas, mais elle y pense encore et encore. Enfin bref, donc elle sort de cette opération-là, elle se sent vraiment mal émotionnellement, mais aussi physiquement, c'est très difficile. Et un jour, elle se dit, il y a un gros problème, donc elle en parle à son médecin, etc. Globalement, tout le monde en mode, t'abuses, reste tranquille, prends un Doliprane et ce sera réglé. Et en fait, elle décide quand même d'aller aux urgences, et quand elle va pour prendre son taxi, elle est dans la rue, et là, elle sent que quelque chose tombe et coule entre ses jambes, et en fait, il y avait un bout de fœtus qui
lui tombe entre les mains. Donc, ça c'est pour donner un petit peu de contexte. Elle a vécu ensuite énormément d'autres choses dont je parlerai plus tard. Mais là, je vais vous parler d'autres choses. Déjà, en 1998, Tracey Emin, elle va exposer à la Turner Prize, ce qui deviendra l'une des œuvres les plus commentées et les plus haïes de l'art contemporain britannique. Cette œuvre, c'est My Bed, donc Mon lit. Au moment où elle crée cette œuvre-là, elle est en grosse dépression. Et je pense que vous connaissez peut-être cette expression, le lit de la dépression. C'est un lit particulier. La dépression, c'est une maladie quand on est mal. Et quand on a une dépression, ça peut arriver, et même c'est le cas très souvent, qu'on ne puisse pas sortir de son lit, qu'on ne puisse pas aller se laver, qu'on ne puisse pas manger. Et c'est extrêmement difficile psychologiquement. Donc là, ce qui se passe, c'est que pendant plusieurs jours, elle reste dans ce lit-là. Et là, ce qui se passe, c'est qu'elle décide de faire de son lit une œuvre. Donc, My Bed, c'est un lit défait, avec des draps jaunis, des taches de sang menstruel, des bouteilles d'alcool vide par terre, plein de déchets, des mégots, des préservatifs usagés, des médicaments, les détritus d'une femme qui a passé plusieurs jours au lit après une dépression quasi suicidaire. Et la réaction du public et de la presse, ça a été d'une violence qui est quand même hyper révélatrice. Parce qu'on a parlé de provocation, de manque de talent et de dégoût. Et c'est ça qui est très intéressant parce que la dépression, c'est quelque chose qui touche tout le monde, mais quand il s'agit de quelque chose qui touche à une femme, c'est bien plus dégoûtant. Quand on imagine des mégots, des préservatifs usagés, ça dégoûte. On se dit immédiatement, une des premières pensées qui peut nous venir, c'est « elle ne se respecte pas ». Alors que c'est rarement une pensée qu'on va avoir en voyant un lit dégueulasse d'un homme. On va se dire, c'est un lit dégueulasse. On va se dire, c'est dégueu. Il prend pas soin de lui, point. Et il y a rarement une réaction collective de haine, de dégoût collectif, vraiment, de « Ah, mais c'est infernal !» Alors que là, c'est littéralement ce qui se passe. C'est un public qui est littéralement choqué par ce qu'il est en train de voir. C'est immonde de voir qu'une femme peut aller mal et peut ne pas prendre soin d'elle, qu'une femme peut être malade. Et c'est la même chose, par exemple, pour les taches de sang menstruel. Encore aujourd'hui, et j'imagine encore plus avant, on a cette réaction de dégoût quand on parle des règles. Si on marche dans la rue ou si je me montre devant les réseaux sociaux avec une tache de sang sur mon pantalon ou sur ma culotte, ça va dégoûter. Et c'est bien pour ça que pendant des années, même dans les publicités pour les règles, pour les protections hygiéniques, on montrait un petit liquide bleu, surtout pas du sang. C'est la même raison pour laquelle on continue à mettre des odeurs artificielles dans les protections menstruelles, alors que le sang menstruel n'a pas d'odeur. Et on a décidé d'en faire quelque chose de dégueu. Parce que le corps de la femme et la femme en tant que telle, en tant que représentation, est censée être d'une propreté inégalable. Une femme ne doit pas avoir de traces particulières, ne doit pas saigner. Alors si elle saigne, elle doit saigner en cachette et ne pas le montrer. Et pourquoi ? Pourquoi ? C'est du sang. Pourquoi montrer la dépression pour ce qu'elle est ? Ce serait sale, ce serait choquant, ce serait provoquant. Ne supporte pas de voir qu'en fait, la femme souffre, que la femme n'est pas l'idéal qu'on essaye de faire croire à tout le monde qu'elle est. On essaye de faire croire aux hommes que la femme est cet idéal-là, et on essaye de faire croire aux femmes qu'elles doivent être cet idéal. Sauf que c'est impossible à atteindre. Ce qui fait que pour les femmes, il y a constamment cette sensation d'incompétence, de « je ne suis pas assez », ou alors « je suis trop mal, mais je ne serai jamais assez bien ». J'en reviens aux réactions du public. Ce qui a provoqué encore une fois cette réaction viscérale, c'est pas tellement que le lit est sale, c'est que le lit est féminin et sale. Que la femme qui l'avait occupé s'était pas lavée pour tout remettre en ordre avant de montrer sa détresse. Ce qu'on attend, c'est qu'une femme dise « Ah oui, je vais pas bien, je souffre de dépression », mais qu'elle pue pas la mort et qu'elle ait pas un lit défait. Alors que c'est une des réalités. On attend qu'une femme dise « Ah oui, j'ai mes règles, oulala », mais qu'elle ne saigne surtout pas. Ce qui a choqué, c'est que cette femme-là n'avait pas d'abord fait la vaisselle. Elle n'a pas d'abord jeté tous les mégots. Alors que pourtant, moi, quand j'ai vu ça, je me suis sentie vue. Parce que c'est une réalité que toutes les femmes vivent en cachette.
cette non-propreté. Et d'ailleurs, on se rend compte avec maintenant la clean girl era et toutes ces injonctions sur le fait d'être hyper propre, d'être hyper clean dans tous les sens du terme, que ce soit sur nous ou même notre foyer. Donc à la fois, il y a cette tendance qui peut être sympa où parfois tu te dis « Ah ouais, j'aime bien ce make-up qui fait très clean girl », mais si on voit quand même le fond du sujet, il y a quand même un truc qui ressemble vraiment à une injonction à être parfaite, à être nickel, à pas avoir un truc qui dépasse. Même si parfois on a envie d'être clean pour la journée, d'avoir un make-up clean girl, ou parfois on a envie de laver son appart et c'est trop bien et ça nous fait du bien et c'est génial parce qu'on aime bien avoir un espace organisé, on a aussi ces moments où on n'est pas clean. On ne l'est pas tout le temps. Ce n'est pas possible. Et en fait, on continue à entretenir cet idéal qui n'existe pas et qui nous fait juste, nous-mêmes, en tant que femmes, nous sentir encore moins à notre place et encore moins bien. On n'est pas assez ou on est trop. Et donc là, ce que Tracey Emin, elle dit, c'est voilà. Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est quand ça va mal. Parce que les femmes aussi vont mal. Sauf qu'en fait, dès qu'on le dit, ça dérange vraiment profondément. Rien que mon podcast, qui vient dire les choses qui ne vont pas, ça dérange. C'est pas ok de dire ce qui ne va pas. La société, elle exige des femmes qu'elles soient les gardiennes du propre. Dans les maisons, dans les familles, dans les émotions. La femme, c'est celle qui range, qui efface les traces, qui rend les espaces habitables pour les autres, pour la merde des autres. Les mecs foutent le bordel, la femme range. Les enfants foutent le bordel, la femme range. Et la femme fait la vaisselle et elle fait ci et elle fait ça et c'est elle qui nettoie et qui s'assure que tout va bien et que tout sent bon. Et en fait, si la femme n'a plus ce pouvoir-là, n'a plus justement cette capacité idéalisée à tout nettoyer, ben alors les hommes sont perdus parce que qui va nettoyer à leur place ? Qui va les aider ? Et en fait, montrer l'envers de ce travail invisible, c'est une transgression. C'est pas esthétique du tout. Ça dérange. Et ce mécanisme-là, il n'a pas disparu. En 2023, il y avait eu une étude publiée dans le Journal of Experimental Social Psychology qui a montré que les femmes qui expriment leur colère dans des contextes professionnels, par exemple, sont perçues comme moins compétentes et moins crédibles que leurs homologues masculins qui expriment la même émotion. Et ça, même moi, je l'ai remarqué quand je travaillais dans une grande entreprise et je l'ai ressenti. C'est-à-dire qu'une femme qui gueulait sur les équipes, ça m'indignait beaucoup plus qu'un homme qui le faisait. Et c'est là que je me rends compte de mon propre sexisme. Parce que c'est un truc complètement intériorisé. Parce qu'on attend, encore une fois, que la femme garde tout à l'intérieur, mais ne soit certainement pas froide, et certainement pas rigide, et certainement pas en colère. Sinon, ça fait peur, parce qu'on sait pas quoi en faire. La colère, elle appartient aux hommes. Et elle est lue comme de l'autorité. Donc une femme qui essaye d'avoir de l'autorité, c'est comme si elle volait la place de l'homme. Chez les femmes, c'est lu comme aussi un dysfonctionnement. Ces émotions, elles sont tolérées, mais seulement si elles sont gérées avec élégance, exprimées avec retenue. Réussir à dire oui, ça va pas bien, mais je gère. Non, ça va pas et je gère pas. Et parfois, j'ai plus de PQ. Je sais pas, parfois je change pas mes draps pendant genre 2 semaines ou plus. Même ça m'est déjà arrivé de pas les changer pendant 1 mois. Et parfois je fais pas la vaisselle du tout et mon espace est sale. Et parfois je pue et ça existe. Et ensuite je ne pue plus et ensuite je range et ensuite j'ai plein de PQ et ensuite je nettoie et ensuite je sais pas. Mais en fait on est censé être que parfaite. Et si on va pas bien, mais il faut quand même gérer. J'en reviens à l'exposition Second Life de Tracey Emin. Donc Tracey, elle présente aussi de nombreuses œuvres d'art qui sont vraiment très variées. Franchement, c'est incroyable à voir. Donc à la fois, elle montre des sortes de couvertures qu'elle a cousues avec des citations dessus, plein de couleurs, où elle raconte des choses extrêmement difficiles et pourtant, à travers des couvertures qui sont plutôt cocooning, donc ça montre quelque chose de très puissant, très difficile à lire, et à la fois dans une forme qui est plutôt douce. Ensuite, elle présente d'autres choses, elle présente des peintures, et ça, je pense que c'est ce qui est le plus dérangeant, c'est des peintures de corps nus, qui ressemblent littéralement à de la viande crue. Elle parle de viol, de souffrance, de dépression, justement du traumatisme qu'a été l'avortement. Elle peint comme elle se voit, ou comme elle pense qu'on la voit. C'est le même sentiment que moi j'ai eu quand j'ai été violée. Après, je me suis dit, je suis juste de la chair. Je suis un bout de viande. Mais littéralement, je suis une carcasse. Et là, on sent que c'est exactement comme ça qu'elle se peint. Elle se peint à travers ce que les hommes lui ont fait. C'est
très très graphique. Elle-même aussi, ensuite, elle fait 2 rangées de Polaroid. Une où on la voit, elle, sexy, belle. Elle se prend en photo en sous-vêtements, elle montre ses seins, sa poitrine. Encore une fois, ça reste très, très, très graphique. Mais on sent que c'est la jeunesse, la vie, etc. Et dans l'autre rangée, c'est du sang sur son corps. C'est son corps maintenant d'une femme de 60 ans ou plus. De cette femme qui est désormais malade parce qu'elle a un cancer de la vessie. Donc on voit tout le sang, elle a une sorte de tube dans le ventre. Et c'est extrêmement dur à voir. Et on voit tout son rapport qu'elle a à son corps. Et je me dis... Parce que j'étais avec une autre copine quand j'ai vu cette exposition. On en est toutes les deux ressorties bouleversées avec cette sensation qu'on avait été vues. Et je me dis à quel point les femmes doivent souffrir sans se rendre compte ou en le normalisant pour pas prendre de place. Il faut pas dire qu'on va pas bien, il faut pas dire que la charge mentale elle est trop élevée, il faut pas dire que notre souffrance physique elle est importante, qu'on est fatigué. Il faut pas dire que notre rôle n'est pas que d'être celui d'une mère ou d'être une potiche. Faut juste fermer sa gueule et ne pas exister. Et on accepte de représenter ce que les hommes veulent qu'on soit. Mais c'est hors de question, en fait. C'est hors de question. Et c'est ce que Tracey Emin, elle fait. Elle dit, c'est mort. C'est mort. Et en même temps, elle remet en pleine gueule, de manière hyper provocante, ce que les hommes lui ont fait. Elle se sent comme de la viande et elle dit, voilà ce que vous m'avez fait. Vous dites que je suis de la viande, et ben je suis de la viande. C'est fou parce que je trouve que c'est une émotion qui est partagée par tellement de femmes, de se sentir comme de la chair, pas vraiment nous-mêmes, pas vraiment humaine, pas vraiment un individu. Et justement, l'objectification dont je suis en train de vous parler, c'est pas qu'une question de regard. Ça a aussi des effets qui sont cognitifs et qui ont été documentés. Il y a eu des études en psychologie sociale, notamment sur les travaux de Barbara Fredrickson sur la théorie de l'auto-objectification en 1997. Enfin bref, ces études-là, elles ont montré que les femmes qui grandissent dans des cultures fortement objectifiantes, ce qui est globalement notre cas, eh bien elles intériorisent ce regard extérieur et elles se surveillent elles-mêmes. C'est pour ça que les femmes vont être aussi dures avec d'autres femmes et avec elles-mêmes. On est fan de l'autoflagellation. On n'est pas assez bien et c'est pas bien et c'est sale et je suis pas une bonne fille, je suis pas une bonne mère, je suis pas une bonne épouse et je suis pas une bonne tout, je suis pas une bonne personne et je devrais faire ci et je devrais faire ça et je devrais être moins grosse et je devrais pas avoir une chatte qui ressemble à ça et mes règles elles devraient être comme ci et mon cerveau il devrait être comme ça et si je me suis fait violer c'est que c'est de ma faute et mon corps et nanani et nanana et pourquoi je parle aussi fort et pourquoi je dérange et ça m'énerve et en plus... Et en fait... on a intériorisé un regard qui ne nous appartient pas. Le langage qui est présent dans notre tête et qui tourne en boucle lors de nos ruminations, ce n'est pas le nôtre. Et en fait, tout ça, c'est un processus d'autosurveillance permanente et ça consomme des ressources cognitives énormes. Et d'ailleurs, c'est justement ça qui prédit des niveaux plus élevés de dépression et de troubles alimentaires. Donc il y a un énorme écart entre l'expérience vécue de l'intérieur et la représentation qu'on projette à l'extérieur. Et donc là, ce que fait Tracey Emin, avec ses corps qui sont peints après le cancer, après l'avortement, etc., c'est court-circuiter ce regard. C'est dire, j'essaye pas d'être belle. C'est pas le but. Elle présente pas sa maladie comme une histoire de résilience hyper inspirante, avec une fin heureuse. Non, elle dit, voilà ce qui reste. Voilà ce que je suis. Voilà mon corps. C'est un corps entier. Avec sa beauté et sa laideur, supposée en tout cas. Et c'est regarder. À la fois regarder ce que vous m'avez fait et regarder qui je suis, qui nous sommes, nous femmes. Et ce geste, c'est tout simplement nommer, montrer. Et c'est la même chose que je veux faire à ma toute petite échelle avec ce podcast, nommer. Si on ne dit pas, on ne peut pas lutter. Si on ne dit pas, on ne fait qu'intérioriser des choses qui ne sont pas censées nous appartenir. Si on ne dit pas, alors on accepte la honte. Alors que c'est hors de question. Et c'est un acte qui est extrêmement radical, surtout quand c'est une femme qui le fait, dans une culture qui dit qu'en fait, notre existence, elle est là, mais qu'à condition qu'on soit conforme aux règles du patriarcat. Et donc quand on dit que nous, on existe et en plus, on n'est pas conforme, on n'est pas censé exister pour le patriarcat. Parce que c'est pas la règle, c'est pas le contrat qu'on a signé. Donc en fait, aujourd'hui, montrer son imperfection, c'est quelque chose d'extrêmement important et à la fois qui a un réel coût et un réel effet. Parce que là, en tout cas, quand
je parle d'imperfection, à la fois je parle du corps. Par exemple, si demain je montre mon bourrelet ou mon corps vieillissant, ou mon corps malade, ou mon corps avorté, ou mon corps violé, je dis pas que c'est sale ni quoi que ce soit, hein, ni que c'est anormal. Je dis que comme le patriarcat n'attend de nous que nous soyons que toutes propres, tout ce qui est en dehors de cette case-là, c'est forcément une imperfection, à travers leur regard. Et c'est la même chose pour notre personnalité. Tout ce qui est autre que le fait de sourire et d'être gentil, c'est considéré comme une imperfection. Donc le fait de parler fort, d'être en colère, d'avoir des idées, de se poser des questions, de réfléchir, c'est pas ce qu'on nous demande. Et de le montrer, c'est une imperfection aux yeux du patriarcat. Et ça peut nous coûter à la fois un danger à travers le regard extérieur, parce que les hommes ne supportent pas, hein. Dès qu'on parle, dès qu'on dit ce qu'on pense, on se fait insulter, on se fait agresser, on se fait menacer de mort, de viol, de tatati, de tatata. Mais il y a aussi un coup qui est psychique avec la dépression, parce que justement, on s'autoflagelle, on nous fait souffrir, et aussi le fait de réussir à oser prendre des décisions par nous-mêmes, même si ça va contre-courant de ce que veut la société. Par exemple, lorsqu'on avorte, lorsqu'on décide de montrer notre maladie, lorsqu'on décide de dire « voilà ce que j'ai subi un viol, c'est de votre faute », forcément, il y a toute une souffrance psychique qui s'ensuit. Donc, il est temps de rendre visible ce qu'on est, parce que ce qu'on est, c'est des individus entiers, avec toute une partie qui peut paraître douce et jolie et toute une partie qui est plus rugueuse et complexe. Et c'est ça qu'on est. Donc, faites-le. Voilà. Allez-y. C'est parti. Go. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust.